emprunter plus, il faut en rembourser plus. Et que finalement, ce n'est pas tellement le problème du coût de l'argent. Le problème, c'est de ne pas augmenter suffisamment vite son chiffre d'affaires. On n'a pas le fonds de roulement nécessaire pour rembourser, même si l'argent est gratuit. Donc là, les banques centrales ont affaire à un vrai problème. Ce n'est pas tellement qu'il y ait 1300 milliards de prêts étudiants, 1200 milliards de prêts automobiles, allez, on va dire 1000 milliards d'argent, carte de crédit, fin de mois difficile. Le problème, c'est qu'il va y avoir des défauts. Dans une économie en croissance, vous pouvez avoir plus d'endettement encore. Pourquoi pas? On pourrait avoir 2000 milliards de prêts automobiles. Pourquoi pas? Si tout le monde veut une Tesla à 50 000 $, vous allez voir qu'on va vite faire exploser le montant de l'encours de dette automobile. Mais si on a 4% de croissance, tout va bien. Les emprunteurs pourront rembourser, les salaires augmentent, il y a des bonus qui tombent, il y a des primes, tout va bien. Mais le problème, c'est que lorsque l'économie n'est pas en croissance, et qu'une partie de la croissance, en plus de ça, c'est les frais Obamacare, ça veut dire que le ménage s'appauvrit. Donc le problème, c'est pas moi, c'est pas j'ai pas le fétichisme des chiffres, c'est pas 1000 milliards, ça me fait pas peur 1000 milliards. Mais 10 milliards avec 15% de taux de défaut, ça me fait peur. 1000 milliards avec 2% de taux de défaut, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'on s'en va vers des taux de défaut énormes. Et on est déjà sur les prêts étudiants à un taux de délinquance, excusez-moi l'anglicisme, un taux de problème de remboursement sur plus de 3 mois, on en est déjà à 12-15%, dont une bonne partie est déjà irrecouvrable. Donc voilà, le problème auquel on va faire les banques centrales aujourd'hui, c'est pas de baisser davantage le coût de l'argent, parce que c'est pas ça qui change l'équation. Ce qu'il faut, c'est que ceux qui ont emprunté en rentrent plus, il faut qu'ils gagnent plus, mais sans croissance, c'est pas possible. Et c'est pas en remplaçant un ouvrier spécialisé par quelqu'un qui promène des chiens ou qui vous sert votre cocktail ou votre petit déjeuner le matin, c'est pas comme ça qu'effectivement on va éviter des taux de défaut énormes. Donc ce qui nous menace tous, c'est ce problème du taux de défaut global. Et pour les entreprises où là on est peut-être à 4000 ou 4500 milliards d'argent emprunté pour des rachats de titres ou financer le rachat du concurrent, là aussi, ce sont des opérations qui n'ont pas accru le chiffre d'affaires, qui n'accroissent pas la santé de l'entreprise, mais elle doit quand même faire face à des remboursements plus élevés. Donc finalement, que l'argent coûte un peu plus cher, c'est pas ça la vraie question qui se pose aujourd'hui. La vraie question, c'est comment on va rembourser parce qu'il y a trop de dettes. Alors, juste un petit point avant de passer aux questions. Je vais répondre à la question ou à la remarque que faisait le gérant de hedge fund Amirette, qui disait « so what » à chaque fois qu'elle lui disait quelque chose. Moi, je vais répondre « so what ». Vous êtes dans quelque chose qui, aujourd'hui, n'a pas de fin. La seule possibilité pour les banques centrales, c'est de continuer la fuite en avant. Parce que si elles s'arrêtent, ça craque. C'est comme si vous faites du vélo. Si vous vous arrêtez et que vous essayez de tenir en équilibre, vous allez vous casser la figure. Ben là, c'est pareil. Donc, il faut continuer à pédaler. Alors, elles vont appeler ça comme elles le veulent. C'est-à-dire, elles vont appeler les gouvernements à faire de l'hélicoptère-monnaie, tout ce que vous voulez. Mais ça n'est que augmenter la dette. Et quand vous augmentez la dette, il faut bien que quelqu'un l'achète, cette dette, vous prête de l'argent. Comment ça se passe? Ça se passe tout simplement avec une banque centrale qui fait tourner la planche à billets, qui fait des quantitative easing. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Elle va racheter la dette qui va être émise par les États. Et à partir de ce moment-là, ça n'a en effet pas de fin. Pourquoi finalement une banque centrale n'aurait pas un bilan équivalent à 100, 150% du PIB, 200% du PIB? Pourquoi pas, au final, hein? Pourquoi pas imprimer des centaines de milliards tous les mois? Pourquoi pas? La seule chose, c'est que tout ça marche très bien tant qu'il n'y en a pas un de vous qui refuse le billet qu'on lui tend.
parce qu'il a compris qu'il n'avait aucune valeur. Et c'est ce qui arrivera. À la fin des fins, c'est ce qui arrivera. Si vous continuez à créer des billets alors que vous n'avez pas la moindre activité, c'est comme si vous mettiez dans une voiture de l'huile. C'est pas ça qui va la faire avancer, hein. Vous pouvez mettre autant d'huile que vous voulez dans le moteur. Ça ne fera pas avancer votre voiture d'1 mètre. Et là, aujourd'hui, on en est là. On a cru que si on offrait de la monnaie, eh bien, ça allait faire tourner le moteur. C'est pas vrai. Au départ, on va revenir très en arrière. Au départ, on faisait comment? On faisait du troc. Bon. Et après, quand on a voulu acheter des choses un petit peu plus grosses, acheter des choses un petit peu plus loin, il a bien fallu mettre quelque chose au milieu. C'était la monnaie. Et la monnaie, pendant des années et des années, des dizaines d'années, des siècles même, on a eu une monnaie, une croissance de la masse monétaire qui était équivalente à la croissance des échanges, puisque ça servait d'intermédiaire dans une transaction. Donc il était logique qu'il y ait autant de monnaie que de transactions, en gros. Sauf que là, on a un commerce international, on a des échanges qui baissent. Puis on a une création monétaire qui explose. À votre avis, c'est les échanges qui vont exploser, qui vont aller rejoindre la création monétaire, ou c'est le contraire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous émettez des billets qui n'ont aucune contrepartie et qu'à un moment ou à un autre, les gens vont perdre confiance, comme ça s'est passé plusieurs fois dans le passé et dans d'autres pays. Les Argentins n'étaient pas des sauvages, hein. C'est arrivé en 2002, je vous rappelle. Il n'y a pas des lustres. Et tout d'un coup, banque fermée, pesos zéro. Alors si vous étiez sur du dollar, tout allait bien. Si vous étiez sur du pesos, c'était moins bien. Donc retenez ça, parce que ça pourrait bien arriver. Et sur des monnaies qui sont des monnaies importantes, on pourrait bien avoir le même genre de phénomène si on continue sans arrêt à émettre alors que vous n'avez aucun support à cette monnaie. Le seul support, c'est la confiance. C'est la confiance. Ça s'appelle la fiat monnaie, naturellement. Alors, il y a des gens qui ont osé mettre en doute la valeur d'un dollar, qui se sont dit on serait mieux si on se faisait payer en euros ou en or. C'était vraiment des idées quand même complètement folles, non? La preuve d'ailleurs, c'est que qui a eu cette idée folle, c'est Kadhafi. Bon, il est mort, non? Il n'est plus là pour en parler. Alors il y avait aussi, comment il s'appelait déjà là, le gars avec une petite moustache et un béret là, qui était vachement pote avec la France, Saddam. Saddam. C'était aussi quelqu'un qui avait dit ça serait peut-être mieux qu'on se fasse un jour payer en or ou autre chose que du dollar. Il est mort. Il est mort, ouais. C'est bête. Il y en a encore un qui a osé aussi mettre en cause la valeur du dollar, c'est monsieur Ahmadinejad. Bon, il est plus aux affaires en Iran, mais son successeur, je pense qu'il pense un peu la même chose. Donc, maintenant, pas de bol, c'est Poutine. Hein? Maintenant, pas de bol, c'est Poutine. Poutine et Xi Jinping, ils font du troc. Bon, ils sont revenus à l'âge de pierre, ces gens-là. Hein. D'ailleurs, t'as qu'à voir, ils continuent d'accumuler de l'or. C'est complètement idiot. Hein. Non, mais voilà, Poutine est très méchant. Et en plus de ça, il est bête. Il accumule des reliques barbares sans aucune valeur. Et comme les Chinois sont aussi bêtes, ils font pareil. Donc on va les laisser tous les deux accumuler de l'or comme des idiots. Mais alors, au fait, nous, si on n'a plus confiance dans le dollar ou l'euro, qu'est-ce qu'on va acheter, nous? Je sais pas, du franc suisse? De l'Union latine ou du Vrenli. Mais c'est en or ce bazar, non? C'est pas en or? Mince, on est aussi bête que Poutine et Xi Jinping. Désolé. Bon, bah écoutez, à vous de poser des questions, à vous de parler. Nous, on va se reposer. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour cet aperçu encourageant. Tout le monde est content là, hein? Les fêtes se rapprochent. Hein?
On a parlé plusieurs fois, vous avez parlé plusieurs fois de défaut sur la dette. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un risque qu'un État, pour des raisons internes, politiques, sociopolitiques, fasse un défaut sur la dette, un État, la Chine ou les USA, que sais-je? Parce que je crois que les USA ont déjà eu fait, au son temps, bon, je ne connais pas bien l'histoire, mais ont déjà eu fait un défaut sur la dette. Est-ce que ça pourrait se produire une chose comme ça? Défaut ou perte de la valeur de la monnaie, de toute façon, vous êtes rincé. Donc, peu importe. Hein. Je dirais, après, c'est juste intellectuellement d'avoir eu raison si je vous dis que ça sera la perte de la monnaie et que c'est bien ça qui au final, arrive. Il y a deux solutions, en effet. Il n'y a que deux solutions. Soit, à un moment, vous faites un write-off sur la dette. Hein, vous avez eu l'exemple grec il n'y a pas très longtemps, hein, donc, mais c'est sûr que la Grèce, c'est pas les États-Unis. Donc, soit vous faites un petit write-off sur la dette, soit vous continuez ce que je vous ai dit, la fuite en avant. Vous continuez à imprimer des billets jusqu'à ce que le dollar ne vaille plus rien. Bon, voilà. Mais finalement, la lèpre ou le choléra, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Moi, j'ajouterais qu'un État ne fait pas faillite. Enfin, pas un État dont la monnaie figure dans le panier du FMI et est une composante du fameux DTS. Donc le jour où on aura un risque, où on verra, parce que les banques centrales le verront bien sûr arriver, et la Banque des règlements internationaux est la mieux placée pour voir arriver le fameux tsunami dont je vous parlais tout à l'heure avec la longue vue de la Fed. Donc si jamais on pense qu'il peut y avoir vraiment un souci, n'oublions pas que les monnaies dites de réserve sont quand même liées au travers du DTS. Donc on ne peut pas imaginer qu'une de ces monnaies-là capote. Alors les autres, oui, vous pouvez imaginer très bien que la couronne norvégienne, s'il ne sort plus de gaz, plus de pétrole, d'un seul coup on se dit que la couronne norvégienne n'est pas une monnaie sûre. Je vous dis tout le contraire de ce que je pense, hein, bien sûr, mais c'est pour faire la démonstration par l'absurde. S'il y a un souci sur le dollar, sur le yen, sur la livre, eh bien, je pense qu'on sera vraiment arrivé au moment de vérité où on reconfigurera le système monétaire. On peut tolérer qu'une petite monnaie parte en vrille, il n'y a pas de problème. Une monnaie dite systémique, évidemment, c'est pas possible. Alors, ce qui me fait quand même bien sourire, et tout à l'heure Mirette l'avait évoqué, la Chine, aujourd'hui, le yuan rentre de plein pied dans le panier, dans le DTS. La Chine, au niveau industriel, est devant les États-Unis et devant l'Europe. Et aujourd'hui, le yuan, c'est 5%, en pondération, 5% du DTS. Et avec une progressivité très lente, puisqu'on sera à 8% peut-être en 2020. Donc, vous voyez que le DTS, pour l'instant, n'est pas un juste reflet de la puissance économique des pays. C'est pourquoi, s'il y avait un défaut sur une monnaie, ça aurait tellement de répercussions sur les autres qu'on serait obligé de toute façon de s'entendre pour réécrire l'histoire. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle du write-off, moi je pense effectivement plutôt au reset pour répondre à la question. Le jour où une des grandes monnaies est au bord de l'apocalypse, oui, à ce moment-là, effectivement, c'est game over et c'est le début d'une nouvelle histoire. Merci pour la présentation. Est-ce que vous pourriez donner vos vues sur les prochaines élections américaines, votre scénario central, peut-être? Alors, vous avez remarqué que nous ne sommes pas américains et que donc nous n'allons pas aller voter. Et donc, je n'ai pas l'intention de commenter les élections américaines parce qu'il n'y a rien à dire, c'est aussi pathétique que dans le reste du monde. Voilà. Et ça prouve bien d'ailleurs qu'ils n'ont pas les 2,5% ou les 3% de croissance qu'on annonce. Parce que si tout allait bien, est-ce que vous pensez que tout le monde se précipiterait dans les bras d'une folle ou d'un rigolo? Donc je ne suis pas certain qu'il y ait grand-chose à dire là-dessus. Malheureusement, quelle que soit l'issue, ça sera pathétique.
Je pense, si vous voulez, mon intime conviction, mais ça n'engage que moi, que Monsieur Trump est moins dangereux qu'Hillary. Voilà. C'est pour la paix mondiale. Donc, qui elle est sérieusement folle quand même. Hein. Donc, mais voilà. Après, si vous voulez, je pense que il faut quand même se dire que tous ces gens-là vous annoncent leur programme, qu'ils ne tiendront évidemment pas, puisque ils vont être confrontés aux dures réalités de la vie, et que donc il est inutile de faire des plans sur la comète sur savoir si Monsieur Trump va fermer les frontières américaines. Je vous rappelle aussi que s'il y avait Brexit, on allait jeter les bébés dans la Tamise, qu'on allait boucher le tunnel, qu'on ne commercerait plus avec les Anglais, etc., etc., que finalement ça se passe pas si mal. Hein. On continue à travailler avec eux. J'ai pas vu des cadavres de bébés dans la Tamise la dernière fois que j'y étais, donc ça se passe plutôt bien. Donc il y a une grosse différence entre ce qui est annoncé et puis ce qui est fait. Et donc je pense que sur l'élection américaine, ça sera pareil. Alors moi je vais peut-être, allez, quand même, me risquer à une ou deux réflexions sur l'élection américaine. Bon, d'abord, je pense que si certains d'entre vous, à la mi-octobre, regardent un petit peu la délivrance des prix Nobel, est-ce que vous avez remarqué que depuis 50 ans, chaque année, à peu près la moitié des prix Nobel sont attribués à des Américains? L'Amérique produit chaque année la moitié des prix Nobel. Et qu'est-ce qu'elle produit comme candidat à la présidentielle? Donald Trump et Hillary Clinton. Il s'est passé quelque chose que j'ai pas suivi, quelque part. Mais attendez, on n'a pas fini de rigoler. Mireille, celle-là, elle est pour toi. Juppé, interviewé, je ne sais plus, c'était sur la 8, il y a une semaine, par Kerviel. Vous connaissez Kerviel? C'est le pauvre garçon à qui on attribue 4,9 milliards de pertes, alors que la Société Générale n'a jamais montré comment ces pertes s'étaient extériorisées. Je ferme la parenthèse. Donc, Monsieur Juppé, interviewé par Jérôme Kerviel, il a fait une question technique. Monsieur Kerviel lui demande: mais vous n'avez pas peur du shadow banking? Et là, Monsieur Juppé, ENA, Polytechnique, major de promotion, etc., ex-inspecteur général des finances, parce que c'est quand même ces gens-là qui supervisent les banques, hein. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas exactement les grades dans les hautes sphères de la fonction publique et de l'énergie. Eh bien, Monsieur Juppé n'avait jamais entendu parler du shadow banking. Donc, si on avait un problème avec le shadow banking, on peut faire confiance à Monsieur Juppé pour bien prendre en main le problème, émettre un avis éclairé sur les solutions. Et je pense qu'on peut aussi faire confiance à Monsieur Trump, qui a, à mon avis, une conception théorique de la monnaie au moins aussi précise et pertinente, par exemple, que Monsieur Lawrence Summers ou Monsieur Stiglitz. Donc s'il y avait un problème avec la monnaie, je pense qu'avec Monsieur Trump, on est à peu près tranquille, il va nous trouver la solution. Quant à Hillary Clinton, elle a la solution, puisque, je ne sais pas, les démocrates, non, ou néoconservatrices, je ne sais plus très bien. J'ai écouté ses discours, j'ai lu ses déclarations, enfin, ça recoupe à 100% les déclarations des néoconservateurs, donc je pensais qu'on m'a dit non, elle est démocrate. Bon. Donc je fais confiance à ceux qui savent. Donc elle est peut-être démocrate, mais en tout cas elle est bien d'accord pour faire la guerre. Et comme je le disais en préambule, effectivement, la guerre, quand même, pour l'économie américaine, c'est quand même un énorme ballon d'oxygène. Voilà ce que je pense un peu des élections américaines. Revenons en Europe. Quid d'une éventuelle faillite d'un pays qui est dans la zone euro? Alors, c'est pas une éventuelle faillite. Il n'y a rien d'éventuel là-dedans. Je vous rappelle que la Grèce est en faillite, hein, et ça fait un moment qu'elle l'est, que l'Espagne est très proche de la faillite, hein, parce que le PIB espagnol n'a cru que sur la prostitution et sur la drogue, ce qui ne fait pas, à mon avis, une économie. Enfin bon, après... L'ambiance Ibiza, c'est sympa. Donc l'Espagne l'est. Je vous rappelle que le problème bancaire italien
n'est pas réglé, enfin que je sache. En tout cas, ce matin, ça ne l'était pas. Peut-être qu'ils l'ont réglé dans l'après-midi, mais j'en doute. Que ça représente 360 milliards. Le PIB italien, ça représente quand même entre 15 et 18% du PIB italien, pas mal. Donc l'Italie est en faillite, la France, j'en parle pas. Hein. Nous, on a quand même Monsieur Sapin, et ça sent de plus en plus le sapin, cette histoire. Et donc l'Allemagne, même l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est quoi finalement? C'est le Japon des années 90. Ils ont une démographie en berne. Alors, ils ont fait venir quelques migrants qui ont violé des femmes à Cologne. C'était peut-être pour relancer la natalité. Je suis pas sûr que ça ait fait plaisir à tout le monde. Mais bon. Et puis ils se sont aperçus que, pas de bol, ce qu'elle avait dit sur les migrants qu'elle avait fait venir, ils n'étaient pas tous ingénieurs et pas tous médecins. Truc ballot. Et donc, on s'est retrouvé avec une Allemagne qui a aussi des problèmes parce que son modèle tout à l'exportation, malheureusement, ne marche plus vraiment puisque dans les pays du monde, la croissance a quand même beaucoup ralenti. Et en interne, c'est pas ça. Hein. Les ventes au détail, ça flambe pas en Allemagne et puis ça fait des années que ça dure. Donc, la croissance interne en Allemagne n'est pas au rendez-vous. Et là, vous avez un truc qui s'appelle la Deutsche Bank, c'est ça? Alors on vous dit depuis des années, pas de problème en Allemagne, elle n'est pas endettée l'Allemagne. C'est vrai? Sauf que si elle reprend la dette de la Deutsche Bank, tout d'un coup, on va avoir une petite surprise sur la dette allemande. Donc méfiez-vous, je pense que si un pays fait faillite en Europe, le si est de trop. Alors, il y a le Portugal aussi. Scénarii sorti, si c'est un pays important, j'ai des doutes. Vous savez que quelque chose qui vit sur 3 pattes depuis un moment, qui s'appelle petite monnaie, qui s'appelle l'euro, qui a été mal monté. Quelque chose qui est mal monté, moi j'ai des doutes sur sa survie. Donc je pense que le jour où on va avoir un pépin majeur dans un pays majeur, l'euro va avoir du mal à survivre. Alors, je vais vous parler du cas du Portugal, puisque vous le savez certainement, sur 4 agences d'un panel qui aujourd'hui est celui auquel se réfère la BCE, sur 4 agences, non 5, excusez-moi, c'est 5. Je vais vous parler de la 5e dans quelques instants. Donc, 4 sur 5 ont déjà rétrogradé la dette portugaise en junk. Voilà. C'est du high yield. C'est considéré comme étant avec un niveau de défaut probable très élevé. Et la 5e agence, et là j'ai mes racines canadiennes là, qui frétillent, c'est une agence canadienne, oui, qui n'a pas encore rétrogradé la dette du Portugal à junk. Parce que si jamais cette 5e agence le faisait, ben je vais vous dire, là, Asti, si jamais on dégrade, le marché va être tout retourné, on ne va plus rien reconnaître. Donc ils hésitent à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à coller eux aussi la dette portugaise en junk. Donc s'ils le font, ça va évidemment avoir des conséquences. Je voudrais quand même faire une précision également sur l'Allemagne. Vous connaissez tous Target. C'est-à-dire quoi? Target, c'est un système de compensation et on va dire de reconnaissance de dette à grande échelle entre les États ou entre grandes institutions qui sont donc supervisées par une espèce d'énorme chambre de compensation qui s'appelle Target. Or, l'Allemagne, elle est riche, elle est riche de 740 milliards de créances sur des entreprises, des collectivités locales européennes. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne est en attente de recevoir 740 milliards de la part des autres pays européens. Imaginons par exemple que le Portugal, dégradé par ces maudits Canadiens, commence à plus rembourser. En Espagne, on va se dire, mais attendez, le Portugal s'y rembourse plus, pourquoi nous on se mettrait aussi à rembourser? On n'est pas mieux qu'eux. Et vous avez là un phénomène de domino terrible. Et donc à ce moment-là, l'Allemagne se retrouvera avec
énormément de créances chez Target. Voilà, beaucoup de créances, mais pas forcément beaucoup d'argent qui revient. Donc l'Allemagne ne sera pas ruinée par elle-même, ça je n'y crois pas, mais l'environnement pourrait à un moment...